Le 24 août 79, le Vésuve, haute montagne fertile qui domine la ville romaine de Pompéi, entre en éruption. Pompéi, enseveli sous les scories, disparaît entièrement. Avril 1909. Au cours de fouilles, on découvre, enfouie sous la cendre, une salle rectangulaire dont les murs sont couverts de scènes peintes. Sur un fond rouge éclatant, 29 personnages. Des scènes familières, d'autres plus obscures. Pourquoi ces couleurs, ces vêtements, ces accessoires? Pourquoi ces gestes étranges? Qui sont tous ces personnages? À quelques kilomètres au sud du Vésuve, Pompéi. La villa avait été bâtie 2 siècles avant notre ère, au nord-ouest des remparts de la ville. L'aménagement avait été modifié vers -70, et c'est à cette époque que fut réalisée la riche décoration peinte. La salle de la grande peinture mesure 4,93 m de large sur 7,10 m de long. Les murs sont peints sur une hauteur de 3,30 m. 3 zones. En haut et en bas, faux marbre et frises décoratives étaient réalisés par le pictor Parietarius, le peintre des parois. La partie centrale était placée sous la responsabilité du pictor Imaginarius, le peintre des images. Les personnages sont figurés un peu plus petits que nature, de 1,40 m à 1,56 m. Les murs étaient apprêtés à l'aide de plusieurs couches de mortier. Les premières étaient composées de chaux et de sable mêlés de gravier. Venaient ensuite des couches d'un mortier de chaux et de sable fin. Enfin, l'enduit supérieur, mélange de chaux et de poudre de marbre, était très soigneusement lissé. Le peintre traçait d'abord la synopia, dessin de mise en place d'après des modèles préparés à l'avance. La peinture était réalisée à fresque, sur la dernière couche encore humide. Et divers rehauts étaient ajoutés ensuite. La surface de la peinture a été légèrement affectée par l'enfouissement. Les couleurs étaient délayées dans de la chaux, au contact du gaz carbonique de l'air. Cette préparation donnait une croûte très dure de calcite, compacte, imperméable et tenace. Il est probable que cette couche était elle aussi polie. Elle a un aspect lisse et brillant. Les pigments retrouvés en abondance à Pompéi sont communs à tout le monde méditerranéen antique. 2 d'entre eux dominent dans la fresque. La pourpre, corps organique extrait d'un coquillage, le murex, est stabilisé avec de la craie. Le cinabre, sulfure de mercure, qui donne le fond rouge vermillon. Toute la scénographie se détache sur ce mur très lumineux, ponctué par de faux pilastres plus sombres. Ces fonds sont des assemblages de couleurs complémentaires, violet-jaune, vert-rouge. De nombreux détails sont dessinés à la pointe du pinceau, plumes des ailes, cheveux, cils, barbe.
Pour la femme qui s'apprête à soulever un voile, le peintre a modifié le geste de la main droite et celui de la main gauche qui se trouvait plus haut. Ainsi, chez plusieurs personnages, les gestes sont suspendus comme dans l'attente d'une conclusion violente. È in questo punto che hanno trovato il vuoto. Durante i lavori, quando ci si accorge che il terreno suona a vuoto, si fanno un certo numero di buchi attraverso i quali si cola del gesso. Il gesso va a colmare il vuoto che un corpo rinsecchito e consumato ha lasciato nella terra. In questo modo si ottiene la forma di persone o cose rimaste sepolte per più di 2000 anni. Au moment de l'éruption du Vésuve, les appartements de maître de la villa étaient inhabités. Seule l'exploitation agricole était en activité. Lors des fouilles, quelques squelettes y furent retrouvés. Des corps purent aussi être moulés selon la méthode de l'archéologue Fiorelli. Une statue, de rares objets, d'autres décors peints en trompe-l'œil. Quelques graffitis sur les murs. On n'a retrouvé aucun indice qui permettrait de nommer les commanditaires de la fresque ou qui expliquerait pourquoi des personnages réalistes voisinent avec des êtres imaginaires, ou pourquoi les uns portent des costumes grecs et les autres des costumes romains. Plusieurs scènes semblent de simples illustrations de la vie romaine. Sous le regard d'une matrone, une jeune femme assise écoute un garçon qui lit. Elle est pensive, comme bien des femmes lettrées, montrées dans d'autres peintures de Pompéi. Elle a posé sur l'épaule du garçon sa main droite, qui tient un calame, le roseau taillé pour l'écriture. Le garçon lit un volumen, rouleau de papyrus, le livre antique. Scène très proche avec le centaure Chiron, enseignant la musique au jeune Achille, une peinture d'Herculanum. Comme Achille, le garçon est nu, peut-être pour suggérer qu'il est assimilé à un héros ou à un dieu. Une jeune femme retient ses cheveux qu'une autre femme est en train de diviser en mèches. 3 mèches déjà sur le côté droit du visage, peut-être les premières des 6 tresses de la coiffure de la dame romaine le jour de ses noces. Peut-être aussi un rappel de Vénus à sa toilette, thème que les Grecs et les Romains aimaient beaucoup. Des personnages mythologiques sont présents, des héros, petits-enfants, dieux de l'amour. L'un d'eux tend un miroir. Et puis, dès la découverte de la peinture, plusieurs personnages purent être identifiés. D'abord celui qui est nu et alangui sous la grande lacune, au centre de la composition. C'est Dionysos, le dieu grec du vin, de l'extase et du théâtre, connu chez les Romains sous le nom de Bacchus. Dionysos est le fruit des amours du roi des dieux, Zeus, avec une simple femme de Thèbes, Sémélé. La femme de Zeus, Héra, jalouse, suggère à Sémélé de demander à son amant de lui apparaître dans toute sa gloire. La foudre entoure le dieu, Sémélé est tué. Zeus s'empare alors de l'enfant de lui qu'elle portait et le coud dans sa propre cuisse. À terme, il l'en sort, vivant et bien formé, c'est Dionysos. Pour échapper à la haine d'Héra, l'enfant, confié à des nourrices, est déguisé en fille, puis transformé en chevreau. Dans une version du mythe, les titans, envoyés par Héra, attirent l'enfant avec un panier plein de jouets et de pommes de pin, le tuent et le dévorent. Zeus foudroie les titans et ressuscite Dionysos.
Dionysos est alors élevé par Silène, un vieux satyre. Adulte, il découvre la vigne et invente le vin. À Naxos, Dionysos rencontre Ariane et l'épouse. Dionysos-Ariane, couple modèle maintes fois représenté. On en a d'abord déduit que la femme dont manque le haut du corps n'était autre qu'Ariane. Des statuettes de Myrina, des monnaies de Smyrne et un camée montrent Dionysos dans la même position, en compagnie d'une femme penchée vers lui. Le dieu est couronné de lierre ou de vigne. Il est souvent montré ivre, avec un canthare, le vase à boire le vin, et avec un thyrse, un long bâton décoré de lierre, de pommes de pin et d'un ruban jaune couleur de l'Orient. Il est suivi d'un cortège de ménades ou bacchantes, des femmes qui dansaient jusqu'à la transe. L'une d'elles est présente sur la fresque. Elle est nue et joue des cymbales. Et il y a d'autres membres du cortège, corpulents, très poilus, oreilles animales, nez camus. Silène est présent 2 fois. D'abord en compagnie de bergers qui sont de jeunes satyres aux oreilles pointues, le berger tient une flûte. La bergère allait un chevreau. Silène apparaît ensuite, peut-être avec les 2 mêmes compagnons. Les autres scènes sont plus difficiles à interpréter. Sous la lacune, 2 silhouettes féminines, sans doute des servantes. L'une d'elles tient un plateau. Une femme aux ailes noires, chaussée de bottes, et vêtue d'une courte tunique jaune bordée de pourpre. De sa main gauche, elle fait un geste de refus. Son visage est tourné vers la droite, et de sa main droite, elle s'apprête à frapper à l'aide d'une longue badine. Peut-être cette démone menace-t-elle la femme agenouillée du mur suivant. Celle-ci, dénudée jusqu'au-dessous des hanches, échevelée, s'est réfugiée dans le giron d'une femme coiffée du bonnet que portent les sages-femmes et les nourrices sur des stèles romaines. Même bonnet chez l'autre femme agenouillée, qui porte une torche sur l'épaule. Elle s'apprête à dévoiler un objet oblong, au relief suggestif, posé dans un panier. À Pompéi, le sexe masculin était un talisman et un symbole de fécondité. Peint sur les enseignes, gravé, il figurait à l'entrée des maisons privées et des boutiques. Ici habite la félicité. Ou encore, il était présent sur les clochettes, les lampes à huile, sur toutes sortes d'amulettes. On le retrouvait jusque sur les tombeaux, et parfois même géants, comme celui que recouvre le voile pourpre dans la peinture. Le récipient est un vent, le panier à vanner le blé, encore largement en usage aujourd'hui. Après sa naissance, le jeune Dionysos avait été déposé dans un vent. Plus tard, un panier intervient dans l'épisode des Titans. En 1931, Amedeo Maiuri, le directeur des fouilles de Pompéi, voit dans la peinture la description d'un rituel d'initiation au mystère dionysiaque. Il baptise le site Villa des Mystères. Venu d'Orient, le culte dionysiaque s'imposa en Grèce et se répandit aussi dans le sud de l'Italie. Religion d'espoir qui véhiculait des idées de justice, de résurrection et d'immortalité, elle fut très populaire. Il y avait des manifestations publiques avec cortèges, musique bruyante, libations, danses effrénées et, la transe atteinte, sacrifices animaux. Et d'autres plus secrètes et nocturnes.
De ces rites, on ne connaît que quelques allusions littéraires ou de rares images. Une plaque de stuc d'une demeure romaine. Un silène dévoile le vent devant un jeune garçon voilé, accompagné par une prêtresse. À terre, une corbeille que certains auteurs antiques qualifient de cyste mystique. Deuxième phase. Sur une plaque votive, le garçon voilé, toujours guidé par la femme, est penché. Le silène va déverser sur ses épaules le contenu du vent. Troisième phase, d'après la copie d'une peinture romaine disparue. Les objets ont été ramassés et placés dans la cyste. Seul demeure dans le vent le phallus. L'initié, cette fois libéré de son propre voile, va enfin assister au dévoilement. Le rite évoque donc le destin de Dionysos. Les objets du vent rappellent les jouets des titans. Leur dispersion évoque le démembrement de l'enfant, l'apparition du phallus, sa résurrection. Autour des mystères, toute une littérature plus ou moins inspirée a fleuri. L'historien Paul Venn a balayé la plupart de ses interprétations mystiques au profit d'une lecture laïque. La peinture aurait le même sens qu'une petite fresque conservée au Vatican, dite les Noces Aldobrandines, qui montre les préparatifs du mariage d'une jeune fille. Sur un plateau, une servante apporte le traditionnel gâteau de sésame, symbole de fécondité, qu'on va distribuer aux invités. La servante est enceinte, heureux présage, et couronnée de myrte, la plante de Vénus, la plante liée au mariage. Elle tiendrait aussi un rameau de myrte dans la main droite. Selon Venn, les trois femmes préparent le bain nuptial. La maîtresse de maison se saisit de brins de myrte dans la corbeille que lui tend à sa gauche une servante et parfume l'eau d'un bassin de bronze, comme on le voit dans les Noces Aldobrandines. Dionysos a fait irruption au mariage en compagnie d'Ariane parce qu'il est le dieu de la fête et des plaisirs. Le dévoilement du phallus, dit Venn, n'est ici qu'un rite bachique de fantaisie. Il s'agit de rendre l'atmosphère de mystère et d'effroi de la nuit de noces. Et la jeune femme se réfugie dans le giron de sa nourrice. Quant à la démone, elle interdirait la vision du vent et chercherait des yeux l'éventuel profanateur de cet interdit. Toujours selon Paul Venn, le peintre, agissant sur ordre du maître de maison, copie des thèmes grecs, emprunte à des fables et à des rites connus de tous, et illustre sous une forme poétique le choc existentiel qu'est le passage au statut de femme mariée. Pour Gilles Sauron, historien d'art, il convient d'abord de remettre en cause l'identification d'Ariane. Ariane est souvent nue ou peu vêtue. La femme de la peinture, au contraire, est habillée d'un grand manteau et d'un voile qu'elle serre devant elle, à la façon des dignes matrones romaines. Cette femme, ce serait Sémélé, la mère du dieu, foudroyée par Zeus. Selon une version du mythe, Dionysos va la chercher aux enfers et la ramène dans l'Olympe. La présence de Sémélé, Sauron la retrouve dans la scène de la flagellation. Il conteste en particulier l'interprétation du geste de refus de la démone, identifiée à Némésis, la déesse de la vengeance. Une mosaïque. Une femme est effrayée par le dévoilement du phallus. Une plaque de stuc. Une femme ailée est effrayée par le même geste. Ces scènes parodiques ont d'abord fait penser que la démone refusait la vue du phallus. Mais, remarque Sauron, la femme prête à dévoiler a les yeux levés vers la démone et attendrait plutôt son signal.
Et ce que repousserait la démone du geste, ce n'est pas le phallus, c'est la présentation du plateau par une des deux servantes. Sur ce plateau, 3 branches de pin liées au centre par un anneau. Cette plante très inflammable serait une allégorie du foudre de Zeus, souvent peint sous la forme de 3 éclairs retenus par une poignée centrale. Une image devenue classique depuis Homère compare la foudre à un coup de fouet. La vision du foudre de Zeus est interdite à Sémélé. La transgression de cet interdit va être punie par le coup de fouet. Comme le geste de la démone symbolise la mort de Sémélé, le dévoilement du phallus représente la naissance de Dionysos. La femme assise seule, juste à l'entrée de la salle, face à toutes les autres scènes, serait la maîtresse de maison, la domina, peut-être aussi une prêtresse du dieu. C'est son initiation et sa vie qu'on retrouve sur la partie droite de la fresque, dans les figures de la fiancée coiffée. Pour être initiée, les femmes devaient être d'abord mariées. De la Ménade, femme possédée par Dionysos, comme l'avait été Sémélé, enceinte du dieu, et de la flagellée, ultime stade du rite. La partie droite de la fresque, qui progresse scène après scène jusqu'au trône central, mettrait donc en parallèle, selon Sauron, la vie de la Domina et celle de Sémélé, avant qu'elle ne devienne une déesse sur l'Olympe. Sauron retrouve le même système d'allusion sur la partie gauche. Et cette fois, c'est Dionysos qui est concerné. La scène d'éducation est sans doute aussi une évocation mythologique. L'enfant porte les bottes du petit Dionysos, tel qu'il figure sur un sarcophage romain. La femme vue de dos serait la prêtresse, peut-être aussi la domina, qui effectue un rite funéraire. Elle purifie à sa droite les rameaux qu'elle va placer ensuite à sa gauche, dans la corbeille voilée, la ciste mystique. L'un des rameaux s'y trouve déjà. Certains avaient reconnu du laurier, d'autres du myrte. Sauron propose plutôt l'olivier. D'ailleurs, l'olivier couronne la prêtresse. Or, c'est la plante d'Athéna, la déesse qui rapporte à Zeus le cœur de l'enfant démembré par les titans. Cette scène évoquerait donc la mort du dieu. Ce symbolisme végétal se poursuit. Le silène musicien est couronné de laurier, la plante d'Apollon. Sur la lyre, l'instrument d'Apollon, il jouerait un chant funèbre, d'où son air grave. Ces allusions pour rappeler que, toujours selon le mythe, après la mise à mort de l'enfant Dionysos, Apollon enterre ses restes dans son sanctuaire de Delphes, un des hauts lieux de la religion grecque. Cette scène montre Silène et les satyres, futurs compagnons de Dionysos, dans l'attente de sa résurrection. Dernière scène avec les mêmes personnages. Ils sont devenus des envoyés de Dionysos. Dionysos a conquis l'Inde où il a fait régner l'âge d'or. Triomphant, il revient en Grèce pour diffuser sa nouvelle religion. Le Silène s'apprête à faire jaillir de son vase une source miraculeuse de vin. Il est désormais couronné de lierre, la plante de Dionysos. Un des satyres vêtu d'un manteau jaune vif, donc oriental, est en train de quitter ce vêtement pour se revêtir du masque de théâtre et entamer une danse d'ivresse. La femme élégante, peut-être encore une fois la domina, vêtue et coiffée à la grecque, serait effrayée par l'apparition soudaine de ces 3 prophètes orientaux dans sa ville. Dans la scène centrale, Dionysos est vêtu à la grecque, avec manteau blanc et sandales. Il est devenu un dieu grec de l'Olympe. Dans son égarement, il a lâché son thyrse et perdu une sandale.
Cependant, son ivresse n'est plus seulement celle du vin, mais l'ivresse éternelle, promise aux initiés dans l'au-delà. La domina, au regard mélancolique, semble parcourir des yeux cette fresque. Elle l'a peut-être commandée en la chargeant, selon la mode de l'époque, d'oracles obscurs et d'allégories bien dissimulées. Près d'elle, un coffret ouvert dont le contenu est recouvert d'un voile vert. Hypothèse, le coffret contiendrait les textes mystiques que les initiés emportaient avec eux dans leur tombe. Toujours selon Sauron, la domina prétend suivre, comme ses deux modèles, Dionysos et Sémélé, la voie qui lui permettra à son tour de rejoindre les dieux de l'Olympe. Due persone, così come erano al momento della morte. Un uomo e una donna. Un uomo e una donna. Forse marito e moglie hanno trovato la morte insieme, uniti. Coup de peigne, coup de cymbale, coup de théâtre, coup de fouet. Il y a du drame et de la comédie à chaque scène. Et il est difficile de décrypter tous les détails d'une œuvre aussi riche. Certains résistent d'ailleurs encore, et pour longtemps peut-être. Et puis les visiteurs qui se pressent pour contempler le cinémascope de la transe et de la passion d'un dieu antique ne recherchent pas toujours des révélations érudites. Ils peuvent s'étonner cependant des étroites correspondances que le mythe grec, la naissance d'un dieu humain, sa passion, sa mise à mort et sa résurrection présentent avec une histoire religieuse plus récente. Ils peuvent se raconter toutes ces histoires de 1000 façons différentes. Ils peuvent même s'amuser à reconstituer la lacune. Ils peuvent s'émerveiller de ce que ces images antiques, apparues à retardement, 2000 ans après leur genèse, leur semblent pourtant si familières. C'est que les modèles qui les avaient engendrés avaient entre-temps continué leur vie propre. Dionysos Bacchus était devenu un des grands héros de l'art des images. Comme Vénus à sa toilette, et puis la musique, la joie du vin, le geste qui dévoile, la danse, le théâtre. Tous ces thèmes appartenaient déjà à notre imaginaire. Ce sont des fictions persistantes qui se glissent dans les moindres errances du désir humain. Le mot mystère lui-même a perdu son sens religieux au profit d'un autre, celui d'une aventure parfois dangereuse, aux frontières entre l'érotisme et la connaissance.